C'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Les assises nationales sur la vie chère, initialement prévues du 7 au 10 avril, ont été reportées. Cette grande rencontre est censée débuter le 11 avril prochain. Mieux vaut tard que jamais, la proposition de loi sur le statut des artistes est désormais sur la table des sénateurs. Les acteurs culturels saluent l'initiative du ministre de la Culture. Vous le verrez dans ce journal. En République démocratique du Congo, les 6 prévenus dans l'affaire du meurtre de l'ambassadeur d'Italie ont été condamnés à perpétuité par le tribunal militaire. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous en ouverture de ce journal de la remise des bulletins du deuxième trimestre dans certains établissements de Libreville. Ce samedi 8 avril, professeurs, principaux, parents et élèves se sont entretenus face aux différentes moyennes obtenues. Les détails dans ce reportage avec Jessica Andjoa. Le lycée Jean-Baptiste Obiang-Etougué a servi de cadre à la remise des bulletins du deuxième trimestre. Ici, quelques minutes d'explication des résultats n'ont pas suffi à modifier la moyenne obtenue par les différents élèves. C'était pas ça, malgré la difficulté, j'ai eu 10,96. Bon, c'était un peu compliqué la première c'est pas une classe à laisser passer. C'est une classe que si tu ne suis pas, tu peux reprendre, mais avec la grâce de Dieu, j'ai eu la moyenne. La moyenne de la classe est 8,02. Ce résultat estimé passable est le contraire pour certains d'entre eux qui aujourd'hui regrettent. Bon, malheureusement, j'ai eu un 9,39. Je n'accuse personne, c'est juste ma faute. J'ai manqué de temps de travail et tout. Oui, la classe n'a pas travaillé puisqu'on a juste 8 admis dans la classe. Non, avant d'abord de jeter la pierre sur quelqu'un, il faut d'abord s'en prendre à nous-mêmes les élèves. Ce n'est pas d'abord la faute des enseignants. On va dire que c'est d'abord de notre propre faute à nous. Ça se passe très bien, sauf que je n'ai pas encore fini. J'ai 3 enfants ici, j'ai déjà récupéré un bulletin, il me reste encore 2 bulletins à récupérer. Là, je vais à la direction chercher à rencontrer le censeur les 2 trimestres n'ont pas de moyenne. Je ne peux pas avoir le sourire s'il n'y a pas la moyenne. Pas aussi à la hauteur des attentes chez les parents d'élèves, une découverte du travail fourni tout au long d'un trimestre dont les torts semblent être partagés. Je ne vois pas pourquoi un enseignant donnerait 1 à quelqu'un qui mérite 18 ou 15. Voilà. Donc la première responsabilité est d'abord celle des élèves. Maintenant, après, bon, vous savez... Même dans l'enseignement, c'est comme partout ailleurs. Si on a de bons médecins, c'est qu'on a de mauvais médecins. Si on a également de bons enseignants, c'est que quelque part, on peut aussi avoir de mauvais enseignants qui ne font pas souvent consciencieusement leur travail. On a un dernier trimestre, simplement se mettre au travail pour que la majorité puisse aller en classe supérieure. Et pour ceux qui sont en terminale, travailler davantage pour que les résultats des examens soient les meilleurs possibles. Fin du deuxième trimestre, début du dernier qui marque la fin de l'année scolaire. Le dernier virage est en cours. La prise de conscience des uns et des autres est de mise. Le niveau des apprenants reste relativement bas au regard des résultats des examens blancs obtenus à travers le territoire national, même si certains élèves se distinguent positivement dans leur travail. Les détails dans ce reportage avec Alexandre Mbaoundo. Dans plusieurs établissements secondaires de Libreville, l'heure est à la proclamation des résultats des examens blancs. C'est le cas du lycée Jean-Baptiste Obiang-Etougué, où plusieurs élèves se sont distingués par leurs efforts. Je suis contente. Et puis si mon père il est là, il va être super, il va être fier de moi. C'était plutôt un peu compliqué, mais c'était plutôt facile. Malgré leur performance lors des examens blancs, une frange des apprenants garde la tête froide. Bon, d'un côté, je suis un peu apaisé d'avoir gagné, et de l'autre, j'ai le sentiment que je pouvais faire mieux, donc ça pèse un peu sur moi. Bien évidemment, il y a la joie d'être premier du centre, mais j'ai le sentiment que en écoutant la moyenne que j'ai eu, j'ai le sentiment que pour avoir une plus grande moyenne que ça. Car des mauvais résultats des examens blancs enregistrés sur le plan national, le niveau des apprenants reste relativement bas. Le président Ali Bongo Ondimba visite la nouvelle salle du Commonwealth au sein de la bibliothèque de la ville de Port-Gentil. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée républicaine, la presse présidentielle.
La Maison de la Jeunesse de la Bibliothèque municipale reçoit le président de la République, Ali Bongo Ondimba. L'espace dédié à l'épanouissement des jeunes de cette localité offre de nombreuses opportunités comme le projet d'incubateur dédié au métier du digital. C'est avec joie et allégresse que les jeunes de Logoué Maritime ont accueilli le chef de l'État à l'occasion de sa tournée républicaine. La nouvelle salle du Commonwealth, située au sein de la bibliothèque municipale et de la Maison de la Jeunesse, a été réhabilitée dans le cadre des responsabilités sociétales des entreprises RSE. Avec les élèves, en présence du chef de l'État, le maire a fait une présentation de la structure. Les élèves présents dans la salle ont interprété une chanson en anglais sous le regard admiratif du président Ali Bongo Ondimba qui n'est pas resté insensible. La Maison de la Jeunesse de la Bibliothèque municipale a été construite pour permettre à la jeunesse de la capitale économique de s'épanouir et de valoriser son savoir et connaissance. Seconde journée du chef de l'État dans la province de Logoué Maritime. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, était à Gamba pour la suite de sa tournée républicaine, à la rencontre des populations, dont les notables, les opérateurs économiques, les commerçantes et les jeunes de la localité. Aline Nzila de la presse présidentielle. Le commerce, l'activité est génératrice de revenus pour beaucoup de femmes à l'intérieur du pays et précisément à Gamba, chef-lieu du département de Ndougou. Acteur incontournable de l'économie dans l'arrière-pays, le chef de l'État, au deuxième jour de sa visite dans la province de Logoué Maritime, est allé à la rencontre de ces dernières afin de mieux les aider à leur autonomisation. Le président de la République a discuté avec ces femmes commerçantes pour avoir une idée claire des difficultés qui sont les leurs et d'en trouver des solutions pratiques et rapides. Après les échanges avec les commerçantes, cap au centre culturel Plaine 3 où Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, a discuté avec les notables de la ville de Gamba. Les débats étaient centrés sur les questions de développement, la route, la santé, l'eau et l'énergie. Les discussions franches ont permis de relever les avancées significatives. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il y a également des petits bémols qui trouveront des solutions. Pour le chef de l'exécutif, il est temps de nous lever et de gérer nous-mêmes nos affaires. Il se dit prêt à accompagner la population comme il se doit. Dans le même élan, les jeunes ont quant à eux exprimé leur joie au contact de leur président, Ya Ali. La vice-présidente exécutive de la Fondation, Sylvia Bongo Ondimba, a rendu visite à 2 de ses partenaires dans la capitale, l'ONG Agir pour le handicap à l'école et le centre d'accueil pour des enfants déficience auditive. Ces visites s'inscrivent dans l'optique d'obtenir les mêmes opportunités d'apprentissage aux personnes vivant avec un handicap pour une meilleure insertion professionnelle. La presse présidentielle. Présent dans la capitale économique dans le cadre de la 5e édition du 10 km de Port-Gentil avec le Village Rose, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba en a profité pour rendre visite à ses partenaires lauréats du prix Agathe Okumba. L'ONG Agir pour le handicap à l'école a reçu la vice-présidente exécutive Simone Mensa, l'association qui encadre les enfants en situation de handicap moteur, intellectuel et se trouvant en difficulté d'apprentissage scolaire, trouve en la Fondation Sylvia Bongo Ondimba un partenaire adéquat à travers le programme Solidarité Handicap qui prône l'intégration scolaire et sociale des enfants vivant avec un handicap. Ici, c'est le centre Xavier d'éducation spécialisée, en partenariat avec l'ONG AI. Les difficultés que ces enfants rencontrent, les enfants autistes, on a des enfants trisomiques, et lorsque ces enfants viennent ici, ils ont des problèmes d'attention, de concentration. Ils ne parviennent pas à tenir en place. Nous, ici, avec la pratique que nous avons, nous essayons de déceler un peu par les activités, déjà par la mise en confiance avec ces enfants. Au centre d'accueil pour enfants déficients auditifs de Port-Gentil, il s'agit d'un partenariat visant à améliorer les conditions d'apprentissage aux enfants déficients auditifs pour une meilleure insertion scolaire et professionnelle. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba travaille dans ce sens déjà avec l'ENEDA à Libreville. Il s'agit là de l'école provinciale pour enfants auditifs de la province de Logoué Maritime.
Donc c'est une école qui a pour but de prendre en charge l'enfant souffrant de déficience auditive afin qu'il puisse avoir accès aux apprentissages scolaires comme tout autre enfant. On est là dans la promotion de l'égalité des chances, une notion très chère à notre président. Donc on s'est battu pour que ces enfants également soient dans les mêmes conditions que les enfants entendants. Soucieux du bien-être de chaque enfant, la Fondation de la Première Dame œuvre pour la mise en place d'une série d'actions visant à un meilleur renforcement de l'éducation et à une meilleure intégration sociale. Au report des assises nationales de lutte contre la vie chère, les 11 et 13 sont des nouvelles dates de cette grande rencontre initiée par les membres du gouvernement. L'objectif, la mise en place des prix des produits de première nécessité et bien d'autres secteurs adaptés aux besoins des populations. Jessica Andjoua nous en dit plus dans ce reportage. Elles étaient censées se dérouler du 7 au 10 avril. Les assises nationales de lutte contre la vie chère ont été reportées pour le 11 au 13 du même mois. La tournée républicaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, avec à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, n'a pas permis d'organiser cet événement dans les délais établis. C'est ce qui, dernièrement, avait été évoqué au cours du communiqué du porte-parole Yves Fernand Monfumbi, sous la coordination du ministre d'État chargé de la lutte contre la vie chère, René Ndemezo-Obiang. Des assises nationales dont l'objectif est de soulager le panier de la ménagère, véritable cri de détresse de la population. Réfléchir, trouver ensemble des stratégies et mécanismes pouvant ramener les prix des produits de première nécessité à un niveau appréciable, mais à la portée de toutes les bourses, est l'enjeu des prochaines rencontres. Une phase d'une grande envergure pour les autorités et les citoyens lambda, considérés comme les consommateurs. L'alimentation et restauration, le logement et construction, transport, l'éducation, la santé, la fiscalité, la parafiscalité sont les thèmes abordés lors des travaux des assises provinciales qui devront être évoqués au cours des prochaines assises nationales. Au sortir de ce rassemblement des intéressés, des solutions concrètes, durables, adaptées aux besoins de la population gabonaise sont, pour le plus grand nombre de personnes, les bienvenues. Ceci pourrait améliorer les conditions de vie des Gabonaises et Gabonais. Les panneaux d'interdiction dans les stations-service de Libreville sont bien visibles. Qu'en est-il du non-respect de ces consignes? En cas de non-respect des mesures, quels sont les risques encourus? Jessica Ondjoua nous fait le constat. L'utilisation du téléphone portable dans les stations-service est proscrite. Pourtant, au quotidien, nous avons tout le temps des problèmes par rapport aux interdits. Il y a certains qui respectent les consignes données par la station et d'autres ne respectent aucune consigne. Voyez-vous, le téléphone, pendant que la batterie chauffe, il peut avoir une étincelle et puis on court les risques d'incendie. Justement, c'est comme par exemple un fumeur, lorsqu'il passe devant une station, sans pourtant prêter attention, il peut jeter le mégot de cigarette et tout bascule. C'est pareil que pour un téléphone. C'est un peu ça. À tout moment, le téléphone peut chauffer et puis ça explose dans ses mains et puis du coup, la station prend feu en fait. L'interdiction du téléphone, c'est interdit à la station. La cigarette aussi, c'est interdit à la station. L'appel téléphonique aussi, c'est interdit. Et l'allumette aussi, c'est interdit. Ces indicateurs sont des mesures de sécurité très souvent observées dans plusieurs stations-service de Libreville. Face à ce sujet, peut-on parler du respect des consignes? Par exemple, arrêter le moteur, les téléphones, ce sont un peu des choses qui ne sont pas très prises en considération par certaines personnes. Je pense que les pompistes ne doivent pas s'arrêter de sensibiliser, sinon avoir plus de rigueur. Il y a beaucoup de laisser-aller lorsque les mesures sont prises, mais lorsque les conséquences arrivent, tout le monde veut déjà accuser l'incapacité du personnel. Le personnel ne doit pas s'arrêter de sensibiliser les clients, et sinon ne même pas les servir parce que c'est un risque général. Le carburant, avec tous les circuits électriques qu'il y a autour, si les experts ont analysé, estimé que le port du téléphone lors du service de carburant est un risque pour tout le monde, le mieux c'est de le respecter. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Lorsque les usagers viennent dans une station-service, premièrement, ils doivent arrêter leur moteur. Et deuxièmement, arrêter de manipuler le téléphone. Parce que nous tous, nous courons un danger. En cas d'incendie dans une station, nous tous, nous sommes partants, sans distinction. Donc, automatiquement, arrêter le téléphone quand on est à la station. Arrêter de manipuler le téléphone dans une station-service.
À proximité des pompes, aucune exception à la règle. Conducteurs et clients doivent mettre en pratique les consignes des panneaux d'interdiction. Adopter des gestes responsables et dans le but de se protéger et protéger son entourage. Le passage du ministre de la Culture et des Arts, Max Samuel Omboumanjango, devant les sénateurs n'a pas laissé insensibles les artistes et les acteurs culturels, qui espèrent que la promulgation et l'application de lois portant statut de l'artiste en République gabonaise verra le jour et seront effectives dans les délais les meilleurs. Alexandre Mbaondo nous en dit plus dans ce reportage. Les conditions de vie et de travail des artistes et acteurs culturels gabonais vont-elles s'améliorer? L'on est tenté de répondre par l'affirmatif au regard du passage du ministre de la Culture et des Arts devant les sénateurs, où il s'est fait l'avocat de ces hommes et femmes qui valorisent notre culture. Je m'interroge sur cette passivité coupable qui jusqu'à présent a semblé caractériser les deux pouvoirs que nous incarnons, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif, devant la souffrance d'une partie du peuple que nous sommes supposés protéger et représenter. Notre inaction face à la détresse de ses compatriotes condamne le pouvoir judiciaire à la même incapacité, parce que nous pouvons défendre les droits des artistes et des acteurs culturels sur la base des textes inexistants. Pour les acteurs culturels, la promulgation et la mise en application de cette loi viendraient à point nommé. Je dirais que la promulgation et l'application de cette loi serait une très bonne chose, parce que ça pourrait éventuellement contribuer à la structuration, à la professionnalisation et à l'amélioration des conditions sociales des artistes et des acteurs culturels. Depuis plusieurs années, l'artiste gabonais demeure le parent pauvre. Si le plaidoyer du ministre Max Samuel Omboumanjango trouve un écho favorable, celui-ci pourrait être plus performant. La réponse, c'est que c'est un plus déjà aujourd'hui grâce au statut d'artiste, donc notamment après les droits d'auteur et ainsi de suite. Ça permet à l'artiste, entre griffes, de mieux s'organiser, de mieux vivre de son art. Alors déjà, ce qui va changer, c'est le statut de l'artiste de façon administrative. On pourra avoir des documents qui vont permettre d'accélérer les processus des processus administratifs, en fait, tout simplement. Donc c'est très important d'avoir déjà cette loi pour que ça soit plus facile pour les artistes d'entreprendre et d'organiser leurs événements et dans le formel et non dans l'informel. Il faut dire que la loi portant statut de l'artiste en République gabonaise vise plusieurs objectifs, à savoir structuration des professionnels, le regroupement en association et la réalisation en synergie des activités culturelles. Célébration de la Journée mondiale de la santé, une manifestation qui marque le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. Et cette année, le thème retenu est Santé pour tous. Chimène Lindon. La Journée mondiale de la santé est une journée internationale qui se célèbre chaque 7 avril. Une date qui correspond au 75e anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé, née un 7 avril 1948. Tous les ans, cette journée est célébrée sous le parrainage de l'OMS ainsi que d'autres organisations connexes reposent sur une question de santé publique spécifique. Cette année, la célébration de la Journée mondiale de la santé se concentre sur la voie à suivre pour atteindre la santé, qui est le thème de la présente édition. L'OMS estime que 30% de la population mondiale n'a pas accès aux services de santé essentiels. En 1948, tous les pays du monde se sont retrouvés et ont mis en place l'OMS dans le but de promouvoir la santé, assurer la sécurité dans le monde et servir les personnes vulnérables pour que chacun d'entre nous puisse atteindre le meilleur niveau de santé et de bien-être. Le droit à la santé est un droit humain fondamental. Chacun doit avoir accès aux services de santé dont il a besoin, quand et où il a besoin, sans difficulté financière, insiste l'OMS. La Journée mondiale de la santé permet donc d'inciter à l'action de relever les défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain,
L'OMS exhorte les dirigeants de chaque pays à respecter leurs engagements et à faire appliquer les droits de chacun. La Journée mondiale de la santé fait partie des 8 campagnes mondiales menées chaque année par l'Organisation mondiale de la santé, avec la Journée mondiale de la tuberculose, de la lutte contre le paludisme, du sida, la Journée mondiale sans tabac, la semaine de la vaccination, la Journée mondiale des donneurs de sang et celle de l'hépatite. À présent, hors de nos frontières, 6 Congolais ont été condamnés à la réclusion à perpétuité vendredi à Kinshasa pour l'assassinat en 2021 de l'ambassadeur d'Italie en RDC. À l'issue d'un procès devant la justice militaire qui n'a tout de même pas permis de lever toutes les zones d'ombre sur cette affaire. Sidela Niman pour le récit. Servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs, servitude pénale à perpétuité pour meurtre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de servitude pénale à perpétuité. Le verdict a été lu en présence de 5 accusés, le 6e étant en fuite. Ils ont tous été condamnés à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat de Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie en RDC. La peine de mort avait été requise par le ministère public, mais n'a pas été retenue par le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe. Ils étaient jugés depuis le 12 octobre à raison d'une audience par semaine dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, où ils avaient été amenés après leur arrestation en janvier 2022 dans l'est du pays. Présentés comme membres d'une bande de criminels de droit commun, coupeurs de route et kidnappeurs, ils ont été reconnus coupables du meurtre de l'ambassadeur d'Italie en RDC, de son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Lacovacci, et d'un chauffeur congolais du Programme alimentaire mondial PAM, Mustapha Milambo, le 22 février 2021. Ce jour-là, un convoi de 2 véhicules du PAM, parti de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, est tombé dans une embuscade à une vingtaine de kilomètres de la ville, aux abords du parc national des Virunga. Réputé pour ses gorilles, le parc est aussi connu pour être un repère de groupes armés. Le tribunal a également accordé des dommages et intérêts à la République d'Italie. L'action en réparation mise par la partie civile, la République d'Italie, en conséquence, condamne solidairement tous les prévenus, si on nommé au PMA, à l'équivalent en francs congolais, d'une somme de l'ordre de 2 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Les procès-verbaux établis durant les interrogatoires de police sont sans équivoque, mais lors du procès, les accusés ont tout nié en bloc et affirmé que leurs aveux avaient été arrachés sous la torture. Ils ont répété qu'ils n'avaient rien à voir dans la mort de l'ambassadeur et le procès n'a pas permis d'apporter d'éléments nouveaux sur les circonstances, les auteurs et d'éventuels commanditaires de l'embuscade. La défense qui avait plaidé l'acquittement a immédiatement annoncé qu'elle allait faire appel. Un autre procès devrait donc avoir lieu devant une cour militaire. Des manifestants pro-démocratie ont marché à Khartoum, dans la capitale soudanaise, contre les militaires et paramilitaires qui ont plongé le pays dans une nouvelle impasse politique, marquant l'anniversaire de 2 révoltes ayant renversé les putschistes dans ce pays, quasiment toujours tenus par les généraux. Sidela Niman pour plus de détails. Sur des pancartes, les manifestants réclament la dissolution des Janjaweed, ces ex-miliciens de la guerre du Darfour, désormais regroupés dans les forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti. Car ce n'est plus désormais le conflit entre civils et militaires qui maintient le Soudan dans l'impasse, mais la rivalité entre le chef de facto du pays depuis son putsch d'octobre 2021, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son second, Hemedti. À cause de leur désaccord, la signature de l'accord de sortie de crise censé relancer la transition démocratique a de nouveau été repoussée jeudi. En réponse, le FLC, bloc civil historique des forces de la liberté et du changement, avait appelé à des manifestations monstres le 6 avril qui marque 2 anniversaires
ceux des révoltes de 1985 et 2019 qui ont fait tomber 2 présidents putschistes. Face aux manifestants, des dizaines de blindés quadrillaient depuis mercredi la capitale, barrant les ponts menant à ces banlieues et encerclant le palais présidentiel vers lequel ont convergé les manifestants. En 2019, alors que le pays se lançait sur la voie de la transition démocratique après 30 années de dictature, le général Bourhan a mené un putsch alors qu'approchait l'échéance de la remise du pouvoir aux civils. Depuis, le Soudan n'a cessé de s'enfoncer dans le marasme politique et surtout économique, la communauté internationale ayant cessé toute aide. Un an après, civils, militaires et paramilitaires ont repris le chemin des négociations et promis de signer le 1er avril un accord cadre censé faire revenir le partage du pouvoir. D'abord repoussé à jeudi, la signature a de nouveau été reportée en raison de la reprise des pourparlers entre militaires. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, pour la boucle de la journée, s'est rendu à Omboué, une démarche pour le président de la République qui consiste à être à l'écoute et au plus proche des Gabonais. Presse présidentielle. Omboué, dans le département des Timoué, situé à 93 km de la ville de Port-Gentil, a reçu le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans le cadre de sa tournée républicaine. Dans la salle du conseil départemental, le chef de l'État et le Premier ministre se sont entretenus avec les notables, les sages et les jeunes de la localité. En prenant la parole, le chef du gouvernement est revenu sur la réhabilitation de plusieurs infrastructures. Le centre médical a commencé à être réhabilité et chacun peut le voir. La CLAMGS a commencé à se déployer également de façon plus importante et chacun peut s'en rendre compte. L'éducation nationale a commencé à réhabiliter également. Il y avait un problème d'enseignants qui était en voie d'être réglé par Madame la ministre de l'Éducation nationale. En ce qui concerne le centre de pêche, c'est pris en compte dans le programme général de réhabilitation et de construction des centres de pêche dans les institutions qui ont été données par le chef de l'État. Tous ces éléments-là sont pris en compte. S'agissant de la retraite, le chef de l'État, comme vous le savez, au mois de décembre, a fait une dotation spéciale de 10 milliards de francs CFA. Et depuis le mois de janvier, les retraités et y compris de nouveaux droits sont en train d'être payés au niveau de la CNSS. S'agissant des retraités du public, nous travaillons avec le ministère du Budget, le ministère de la Fonction publique pour régler également durablement ce problème-là. Nous sommes aujourd'hui, le gouvernement, sous le chef de l'État, en train de régler tous ces problèmes partout où ils se posent. Le président de la République a quant à lui rappelé à l'assistance le but de sa présence dans le département des Timoué. Il y a beaucoup de choses à faire ici à Omboué. Omboué est un centre important pour le pays. Comme dans les autres villes du Gabon, il y a des choses à faire. Et nous allons tous nous mettre à travailler ensemble. C'est ce qu'il faut. Et je suis venu vous dire ça, qu'il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas travailler dans tout le Gabon. Vous avez des choses ici, bon, très bien. Il y a des choses ailleurs, très bien. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons soudés. Au cours de sa visite, le président de la République s'est également adressé aux jeunes. Les jeunes, pour vous dire que nous travaillons pour vous laisser un avenir. Il faut penser à la relève déjà. Et c'est ce que nous faisons. Nous pensons à la relève. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays. Il y a encore beaucoup de choses. C'est vrai. On ne va pas chômer. Mais il faut travailler. Ali Bongo Ondimba, le numéro 1 gabonais, est allé à la rencontre des femmes commerçantes de la localité. Omboué est donc important, très important. Et ici, c'est vrai, on doit accéder et réaliser pas mal de choses. Mais je ne vais pas beaucoup parler. Je suis venu vous voir, je suis venu voir que vous allez bien. Et vous dire que vos prières, Dieu les entend. Travailler et œuvrer ensemble pour la bonne marche du pays et assurer la relève de demain, le président de la République y attache du prix. Et voilà, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Portez-vous bien. Au revoir.